Bonjour tout le monde, bonne reprise et bienvenue à cette dernière partie du cours en ligne relatif à la matière initiation à la rédaction d'un mémoire de master en architecture. Ce cours devait avoir lieu au mois de juin dernier. Les conditions sanitaires que nous avons vécues et que nous continuons à vivre avec moins de dégâts heureusement et leurs conséquences désastreuses ont fait que ces séances soient interrompues momentanément. Permettez-moi d'exprimer une pensée toute particulière à nos collègues, nos proches et amis qui ont été victimes du Covid-19. Nous reprenons donc ces séances, non sans difficulté, en souhaitant prompt rétablissement à toutes les personnes malades et que celles décédées reposent en paix. Nous abordons au cours de cette séance la troisième et dernière partie du protocole de la recherche qui porte sur les principales étapes de l'analyse et qui sont au nombre de 6. Avant d'entamer cette dernière partie du cours, rappelons que la recherche dans le cadre d'un master en architecture est menée à 2 niveaux. Un premier niveau théorique ou fondamental et un second niveau empirique. Rappelons également que ces 2 niveaux sont indispensables à l'élaboration d'une pensée propre de l'étudiant qui correspond à son positionnement théorique, laquelle pensée constitue le soubassement théorique du projet. Voir à ce propos le cours précédent. La troisième partie du protocole de la recherche, objet de ce cours, résume le niveau empirique. Elle est dédiée, comme nous l'avons précisé lors du 3e cours, à l'analyse proprement dite, qui a pour finalité la vérification des hypothèses élaborées dans la 2e partie du protocole de la recherche. 2 ingrédients sont alors indispensables pour mener à bien cette étude, la définition du corpus et la confection de la grille d'analyse associée aux moyens de l'enquête. Nous poursuivons donc la numérotation des 2 premières parties du protocole de la recherche. Nous entamons cette 3e partie avec le point numéro 12 relatif à la précision des cas d'étude. Notons l'importance de l'exercice dans cette partie du cours. Nous tâcherons tant bien que mal d'illustrer le propos par quelques exemples. Nous proposons par ailleurs d'inviter des étudiants en Master 2 pour présenter leurs travaux qui ont été élaborés suivant ce protocole. Pour ce 12e point, nous insistons sur la pertinence du choix, le choix des cas d'étude. Les cas empiriques qui constituent ce que l'on désigne par le corpus d'études sont choisis par rapport à leur intérêt pour la recherche menée. Cet intérêt se mesure à la pertinence du choix par rapport au thème, à l'objet d'étude et à la problématique. En revanche, lorsqu'il s'agit de cas très connus à l'échelle locale, nationale ou mondiale, on pourra parler de cas représentatifs. Cette partie de la recherche permet d'identifier et même de recenser des références empiriques sur lesquelles portera l'analyse, des références par rapport auxquelles l'étudiant pourra se démarquer ou alors s'en inspirer. Donc, les cas d'étude ne doivent pas être choisis de façon fortuite. Il faudrait qu'elles renvoient au thème, à l'objet d'étude et à la problématique. Pour cela, nous allons travailler sur quelques exemples. Et avant cela, avant de présenter les exemples ou les cas d'étude, nous allons d'abord définir le thème que nous avons choisi pour cet exemple. Alors, nous allons, pour illustrer le propos, nous poursuivons sur la thématique des grands ensembles en focalisant l'attention cette fois-ci sur la conception qui repose sur le modèle culturel. Cette conception qui intègre les données anthropologiques
comme dimension fondamentale du projet. Sachant que la majorité des grands ensembles ont été réalisés sur le modèle fonctionnaliste des années 20, réduisant les attentes des habitants à leurs besoins primaires. Donc, notre attention va porter sur une catégorie de grands ensembles dont la conception s'est faite par rapport à ce critère, par rapport à ce modèle culturel. Et donc, quand on parle de modèle culturel, on va faire fonctionner, au sens épistémologique du terme, l'échelle de conception anthropologique. Notre interrogation, donc la problématique, nous nous interrogeons dans un premier temps sur les critères qui définissent ce modèle, puis la traduction de chacun d'eux à travers les projets en question. Donc là, il y a un questionnement double, deux questions. La première cherche à définir les critères qui vont définir eux-mêmes le modèle culturel, parce que le modèle culturel est un concept générique. Nous allons le décomposer en un certain nombre de critères qui sont identifiables. Qu'est-ce qu'on appelle modèle culturel? Le modèle culturel, il se définit à travers ceci et cela. Une fois on définit ces critères qui vont définir le modèle culturel, nous n'allons pas nous arrêter là, parce qu'en tant qu'architecte, on ne s'intéresse pas uniquement à la théorie. Nous allons voir comment est-ce que ces critères ont été traduits à travers les projets des cas d'études que nous avons choisis. Donc, nous poursuivons avec les exemples, et là, nous définissons les cas d'études. Pour les grands ensembles en rapport avec le modèle culturel, nous avons choisi la cité Jenan el-Hassan de Roland Simounet, les projets des Menouayawi à Msila, la cité Mahbouda à Sétif et deux projets de René Gaousté, donc à Paris. Notons que les projets de René Gaousté s'inscrivent dans un paradigme beaucoup plus général, restituant les dimensions culturelles et paysagères occultées par le fonctionnalisme et le rationalisme universel. Nous passons donc, une fois nous avons défini le premier ingrédient, qui sont donc le corpus, qui résume les cas d'études que nous avons choisis et nous avons veillé à la pertinence du choix, nous passons au deuxième ingrédient, ou plutôt à la première partie du deuxième ingrédient, qui sont donc l'élaboration des critères. Donc, l'élaboration des critères va se faire, va permettre de confectionner la grille d'analyse qui passe donc par la détermination des critères. C'est une phase décisive de la recherche afin d'éviter le fourre-tout, le grand sac dans lequel on met tout ce qui peut être en rapport avec l'architecture. Afin de s'éloigner des questions redondantes qui n'ont pas d'incidence directe sur la recherche et en vue de mener un travail scientifique tel que nous l'avons défini dans le premier cours, il serait impératif de dégager les critères d'analyse à partir de l'objet d'étude, de la problématique et en se référant à l'état de la question et la définition des concepts clés. Ces deux derniers points qu'on a précisés dans le cours précédent et qu'on aurait déjà fait avant de commencer cette dernière partie, donc, qui est l'analyse. Ces critères vont constituer une grille d'analyse qui sera spécifique à la recherche et donc à la recherche menée. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Il ne faut pas parler d'un point qui ne soit pas en rapport avec le thème, avec l'objet d'étude, avec la problématique. Là également, je vous renvoie au chapitre analyse du cours de l'initiation à la recherche du semestre précédent. L'élaboration des critères d'analyse. Nous poursuivons donc avec l'exemple des grands ensembles reposant sur le modèle culturel.
il s'agit tout simplement de mener une analyse qui permettrait d'identifier les critères constituant le modèle culturel, comme je l'avais précisé tout à l'heure, et de constater leur traduction architecturale respective par les différents architectes à travers le projet. Donc là, nous résumons un petit peu la méthodologie générale. Pour ce qui est de l'exemple, nous avons pris donc deux échelles, l'échelle du logement, donc des critères de la grille d'analyse à l'échelle du logement, et des critères de la grille d'analyse à l'échelle du grand ensemble. Pour ce qui est des critères d'analyse à l'échelle du logement, nous avons recensé un certain nombre et la liste n'est pas du tout exhaustive. La hiérarchie extérieure-intérieure qui renseigne sur la représentation de la société de la relation entre la sphère publique et la sphère privée. Est-ce qu'on accepte que notre logement soit ouvert directement sur la sphère publique? Est-ce qu'il faudrait créer des séquences mais de façon modérée? Ou alors il faudrait renforcer ces séquences? Donc là, ce travail de hiérarchie extérieure-intérieure est un travail éminemment, il est éminemment, si vous voulez, social. C'est architectural, mais il dépend de la dimension sociale. Les modes de distribution intérieure. Comment sont reliés les espaces entre eux, à l'intérieur même de la maison? La relation entre les espaces, elle renseigne ou elle découle de la relation entre les individus, entre le chef de famille et le reste de la famille, entre les jeunes et les moins jeunes, entre les femmes et les hommes, etc. Donc il y a une lecture de premier degré au niveau de l'espace et une lecture de second degré qui met en relation l'espace avec le groupe social. Dans ce cas, c'est la famille. Troisième point, opacité et ouverture des façades. Ça renvoie vers le fameux rapport plein-vide, qu'on a l'habitude de faire de façon systématique, mais qu'en fait, il renseigne également sur le taux d'ouverture de l'espace intérieur, de l'espace privé, sur l'espace public. Quatrième point, les composantes du programme. Espace de représentation, espace de vie, espace de service. Vous voyez là qu'il s'agit de composantes avec de grandes catégories. Comment est-ce que ces grandes catégories sont liées? Répartition des espaces à partir d'un certain nombre de conceptions qui renvoient vers les espaces de jour et les espaces de nuit, les espaces sales, les espaces propres, les espaces de représentation, les espaces intimes, les espaces de service, etc. En tout cas, ce sont les points sur lesquels nous pouvons réfléchir par rapport à la question du modèle en rapport avec l'espace résidentiel. Alors, le deuxième niveau, la deuxième échelle, les critères de la grille d'analyse à l'échelle du grand ensemble, nous avons répertorié 4 points. Le premier, rapport bâti-non-bâti, qui renseigne sur la densité, les hiérarchies, et qui, à leur tour, renseigne sur les vis-à-vis, sur les séquences entre le public, le semi-public, le privé, etc. Les parties communes. Comment est-ce que les gens vivent en société? À travers quels espaces? Le programme, la répartition de ces espaces. Les espaces de sociabilité. Comment ces espaces sont occupés? Quand on parle d'espace de sociabilité, on va associer l'espace à l'individu et au groupe social. Pour ces espaces, il s'agit d'espaces programmés lors de la conception ou alors appropriés, dont l'appropriation a été initiée par les habitants. Il s'agit donc d'abord de les identifier, ensuite de voir comment est-ce qu'ils sont répartis. Quatrième point, rapport au site naturel, les vues, les perspectives. Là, ça renseigne aussi sur certaines caractéristiques sociales, sur la thématique du rapport au paysage. Le deuxième point de la deuxième catégorie des ingrédients, l'élaboration des outils d'analyse. Les thèmes tels que celui des grands ensembles, en rapport avec le modèle culturel, construit autour de l'individu
et autour de la société et qui en dépendent directement nécessitent généralement le recours à l'enquête. Cette dernière peut se faire par le biais de moyens classiques ou alors de moyens plus sophistiqués. Pour les moyens classiques, on a donc l'observation, questionnaire directif ou non directif, des interviews, etc. Pour les moyens les plus sophistiqués, nous avons donc pensé à la simulation, l'expérience immersive et la réalité augmentée. Alors, la simulation où l'individu est spectateur, l'expérience immersive où l'individu est acteur et la réalité augmentée quand on rajoute des effets en rapport avec le climat, en rapport avec le bruit, en rapport avec... pour voir comment est-ce que les gens réagissent par rapport à tout ça. Nous allons essayer de voir ça à travers des exemples, peut-être lorsque les séances de cours seront en présentiel. Le 14e point donc de ce protocole, de cette dernière partie du protocole de la recherche, ça va être l'analyse, suivant la grille d'analyse et suivant les dépouillements donc de l'enquête. Donc nous avons défini les deux ingrédients pour faire quoi? Pour faire l'analyse. Maintenant, il faut commencer donc à faire cette analyse et le dépouillement de l'enquête. La grille d'analyse, l'analyse en tant qu'opération intellectuelle et donc scientifique de décomposition d'une entité complexe en ses éléments constituants, conformément à la recherche menée, consiste à étudier le corpus par rapport à chacun des critères dégagés précédemment. Donc on va prendre les cas d'étude cas par cas et dans chaque cas d'étude, nous allons voir analyser le cas d'étude par rapport aux critère par critère. Pour le dépouillement de l'enquête, comme nous l'avons précisé plus haut, si la recherche a besoin d'autres moyens d'investigation, leur confection reste également tributaire de la recherche menée. Donc il faut voir quel est le type de moyens d'enquête qu'il faudrait utiliser. Et donc là, on va pour le dépouillement, on va utiliser les méthodes classiques pour compter, pour faire des statistiques, etc. En général, lorsque l'échantillon est réduit, on fait recours aux méthodes classiques. Et lorsque l'échantillon est plus grand, on fait appel donc au logiciel. Arrive maintenant la dernière partie de ce cours qui est donc la finalisation de la recherche. Beaucoup d'étudiants pensent qu'en terminant l'analyse, en terminant le questionnaire, on a terminé l'analyse. Ce n'est pas le cas. Il faut passer à une phase qui est très importante, c'est la finalisation de la recherche. La finalisation de la recherche, c'est quoi? C'est la formulation des résultats, ajouter à leur discussion, ajouter à la synthèse et ajouter au positionnement théorique. Alors, pour la formulation des résultats, dans cette phase, l'étudiant est amené à répertorier les résultats de l'analyse de manière objective, c'est-à-dire qu'il ne s'implique pas. Il est impératif qu'il ne s'implique en aucune manière. Il suffit de rassembler les résultats de l'analyse. Pour ce qui est de la discussion de la synthèse, contrairement à la formulation des résultats, la discussion consiste à mettre en rapport les différents critères, les différents cas de figure, les différents points de vue, la recherche théorique et la recherche empirique. Et elle consiste à confirmer ou infirmer les hypothèses et enfin à répondre à la problématique. Tout ça doit se faire après l'analyse. Mais avec ça, on n'a pas encore terminé. Parce qu'il s'agit de définir son positionnement théorique. Les étudiants ont souvent du mal à appréhender ce dernier point, qui est pourtant le but de la recherche, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les disciplines de l'artificiel. En effet,
À quoi pourrait servir une recherche si elle ne permet pas à celui qui l'a menée de se forger une idée propre et personnelle sur le sujet? Que l'objectif visé soit la connaissance ou l'action. Ayant pris connaissance des différents paradigmes qui se dégagent de la recherche théorique et des résultats de l'analyse des cas d'étude et de l'enquête, l'étudiant doit se situer et se poser la question suivante. À quel paradigme adhère-t-il? C'est de la réponse à cette question que va découler le soubassement théorique du projet. Pour ces 3 points, un cas concret bien développé est nécessaire pour la compréhension. Nous allons alors inviter 2 binômes en master pour présenter leurs analyses et illustrer notamment cette dernière partie qui se veut l'aboutissement de la recherche. Les 2 binômes en question ont mené leurs recherches suivant le protocole proposé par ce cours. Je vous invite donc à cette présentation qui aura lieu en présentiel et dont la date sera fixée ultérieurement. Je vous remercie pour votre attention.